Comment gérer une ressource essentielle à tous et toutes, mais épuisable telle que l'eau? Aujourd'hui, avec Laure de la chaîne Game of Art, on va faire un saut dans le passé, au 19e siècle, pour voir comment, à cette époque, en France, on tentait de répondre à cette question qui était déjà, sans mauvais jeu de mots, source de conflits. Depuis l'émergence de l'écologie politique à la fin du XXe siècle, la question de la bonne gestion de ce type de ressources a fait couler beaucoup d'encre sur la notion des communs ou biens communs. Une gestion commune mène-t-elle nécessairement à l'épuisement de la ressource parce que chacun essaiera de tirer à lui tous les bénéfices? Si oui, faut-il confier ces biens vitaux à des propriétaires ou bien faut-il les confier aux États pour qu'ils en fassent une juste répartition? Et si, au contraire, la gestion commune était la solution la plus efficace? Bienvenue dans Avis de recherche. Alice Ingold, maîtresse de conférences en histoire à l'EHESS, est spécialisée en histoire environnementale des 19e et 20e siècles. L'un de ses objets d'étude est l'histoire des eaux et plus particulièrement l'histoire de leur gestion via des associations. Dans son article Terres et eaux entre coutumes, police et droit au 19e siècle, solidarisme écologique ou solidarité matérielle, publié en 2017 dans Tracé, revue de sciences humaines, Alice Ingold montre qu'en France, à cette époque, la question de la gestion de l'eau préoccupait l'État, qui y voyait une ressource importante et essayait de s'en accaparer la gestion. Mais les cours d'eau se trouvent pour partie sur des terres privées, sur lesquelles l'État avait un droit très limité, et cela posait quelques difficultés. Et ce qui intéresse surtout Alice Ingold, c'est une forme particulière de gestion commune des eaux, celle des associations de propriétaires. Association fondée précisément dans le but de cette gestion collective. Ce système de gestion était pérenne et les règles établies ensemble étaient respectées par les propriétaires. À quoi tient donc le succès de cette gestion commune? Pour répondre à cette question, commençons par poser un peu le contexte. Après la Révolution française, la France a connu des mutations importantes dans sa conception des relations entre société, individus et territoire. Il y a eu bien sûr l'essor du régime de la propriété privée exclusive, mais l'autrice explique le sens particulier qui a été donné à celle-ci. Sans beaucoup forcer la formule, on pourrait dire qu'en 1789, l'injonction de libérer la terre contenait aussi celle de séparer les hommes. À l'indépendance du sol devait répondre l'émancipation citoyenne. Sous l'Ancien Régime, les collectifs étaient devenus synonymes d'assujettissement des personnes entre elles et donc ennemis des libertés individuelles. On pense par exemple aux corporations de métiers comme les drapiers, les épiciers, les orfèvres, etc. qui réglementaient et limitaient l'accès aux professions. Par conséquent, pour que les personnes puissent s'émanciper complètement, il fallait individualiser la propriété privée en la rendant exclusive, en la plaçant hors des contraintes des organisations collectives. Restait à savoir comment, de ces individus émancipés, on allait pouvoir tirer une coordination, une solidarité pour le bien de l'ensemble de la société. C'est une question, explique Alice Ingold, qui a secoué le 19e siècle. Siècle où il a fallu très rapidement faire face aux échecs du système de la propriété privée exclusive. L'État s'est donc progressivement impliqué dans la gestion de certaines ressources naturelles des territoires, à commencer par les mines et les forêts. Et bien évidemment, cela n'a pas été sans conflit, puisqu'une grande partie de ces territoires et de l'usage de leurs ressources étaient privés. Pour Alice Ingold, à l'égard de la gestion des eaux, il y a eu plusieurs tentatives pour conjuguer liberté des individus et solidarité. Des négociations entre États administratifs et propriétaires et des gestions communes par les associations de propriétaires. Le premier type de tentative de l'État français au 19e siècle pour conjuguer liberté et vivre ensemble à travers la question de l'usage des territoires a été d'imposer aux propriétaires la notion d'intérêt public. Dans le cas des eaux, l'intérêt public ne pouvait être utilisé comme prétexte à imposer une action collective des propriétaires que concernant les eaux dites nuisibles. C'est-à-dire que face à un marais, de l'eau stagnante inutile ou jugée dangereuse d'un point de vue sanitaire, en plus de rendre une surface inexploitable, l'État pouvait venir forcer les propriétaires à collaborer pour assécher la zone. En revanche, si l'eau était utile, c'est-à-dire coulait bien et que c'était une belle rivière bien saine, l'État n'avait pas son mot à dire sur quoi en faire. Pour déclarer une action collective des propriétaires comme étant d'intérêt public, et par conséquent forcée, obligatoire, l'État s'est appuyé sur les services scientifiques des ingénieurs des ponts et chaussées. Alice Ingold parle alors d'une définition naturaliste des solidarités.
Les ingénieurs des ponts et chaussées tendent à présenter les collectifs dont ils prétendent assurer la régulation comme inscrits dans la nature. Ce sont des processus physiques dont ils décrivent les mécanismes qui constitueraient les limites des objets qu'ils entendent gouverner. Par exemple, ceci est un marais, donc il faut l'assécher. Le caractère malsain du marais n'était pas présenté comme un diagnostic posé à partir des velléités étatiques d'aménager les territoires de telle manière plutôt que d'une autre, mais comme inscrit dans la nature même du marais, et s'imposant alors de fait, dictant les actions humaines à son égard. Puisqu'un marais, c'est seulement un truc qu'on doit assécher par nature, pas de négociation possible. L'expert a énoncé une vérité à laquelle il convient désormais d'obéir en asséchant la zone, et personne ne discute. Bref, la notion d'intérêt public, soutenue par l'autorité des savoirs naturalistes, permettait à l'État de mettre en place une solidarité passant par l'obligation pour les propriétaires de s'unir afin d'aménager les eaux aux impacts jugés néfastes. Mais le champ d'action de l'État était donc limité aux nuisibles. Au-delà de ça, c'était plus compliqué et même ça ne passait pas. C'est là qu'on en vient à la seconde tentative de l'État français au XIXe siècle pour promouvoir la solidarité malgré le régime de la propriété exclusive. À l'égard de la question de la gestion des eaux, l'État a tenté d'aller plus loin et d'imposer la nécessité de, je cite, « réguler l'ensemble des usages à l'échelle d'un bassin hydrographique ». Fin de citation. C'est-à-dire d'imposer la conception naturaliste du territoire à une échelle plus grande dans le but d'aménager et de gérer les eaux dans leur ensemble. Aspect sain comme malsain. Sauf qu'à cette époque, l'État ne pouvait pas se poser en régulateur, la régulation des usages étant gérée par la justice. On réglait ses affaires entre propriétaires, au tribunal, l'État administratif n'avait rien à faire là-dedans. Donc, cette volonté de gestion étatique allant bien au-delà des eaux nuisibles est entrée en conflit avec les volontés des propriétaires, qui se sont opposés à de tels projets au nom de leurs droits de propriétaire. Cette opposition entre administration et propriétaire a fini par être portée en justice. Justice qui a tranché que le droit des propriétaires sur les eaux dites utiles était prioritaire. D'abord, ils exerçaient sur l'eau leur droit de jouissance en tant que propriétaires, et s'il y avait surabondance d'eau, alors c'était à l'État de la redistribuer. Impossible donc d'organiser une gestion des eaux qui bénéficierait à l'ensemble de la société en passant outre la volonté des propriétaires. Ces deux façons de gérer l'eau sont des négociations entre les propriétaires qui exercent leur liberté et l'État qui tente de défendre la solidarité. Les premiers entendent jouir sans entrave de leurs biens, tandis que le second cherche à promouvoir l'intérêt public par ses volontés aménageuses. Mais ce qui fait le cœur de l'étude d'Alice Ingold, c'est un autre type de pratique de la solidarité, l'organisation de propriétaires en syndicats, qui géraient en commun les eaux dont ils avaient l'usage. Donc, maintenir ensemble une infrastructure de canaux et en organiser les usages. Ici, l'autrice s'appuie sur l'étude des écrits d'un ingénieur des ponts et chaussées assez différent des autres, Georges Sorel, qui pendant 12 ans, de 1880 à 1892, a été en charge du service hydraulique des Pyrénées-Orientales. Présent sur le terrain, ce charmant monsieur détaille longuement le fonctionnement de ces associations de propriétaires. Et ce type d'association existait aussi pour la gestion des terres agricoles, que Sorel considère comme un modèle d'association. Je cite, « L'association agricole est l'association par excellence, celle qui réalise le plus complètement la notion. La société la plus parfaite n'est pas, en effet, celle qui réunit les hommes, mais celle qui met la volonté au second plan pour faire passer au premier plan les intérêts communs existant entre des biens. » Fin de citation. Évidemment, Sorel a dû bien expliquer qu'il n'était pas là en train de défendre les privilèges de l'Ancien Régime et de ses corporations. Et il précise bien, histoire qu'il n'y ait pas de confusion, je cite, « On fit alors table rase de tous les anciens droits acquis, on mit sur le même pied les anciens et les nouveaux usagers, sous prétexte de s'élever au-dessus de la sphère des intérêts privés. » Mais justement, Sorel constate, dans sa mission dans les Pyrénées-Orientales, que ce phénomène pose problème. Quand de nouveaux propriétaires se sont installés en amont du fleuve, en amont des installations des plus anciens propriétaires organisés en syndicats, ces derniers se sont vus privés de leur précédent usage du fleuve. Par exemple, quand on utilise un fleuve pour sa puissance hydraulique et que d'autres se mettent à la capter en amont, forcément, ça n'est pas une installation anodine. Ça vient détruire ce qu'une gestion en commun avait pu mettre en place de régulation et d'organisation. Il faut dire ici pourquoi Sorel n'était pas un ingénieur comme les autres. À l'inverse de ses collègues, il critiquait la conception naturaliste de la solidarité dont on a parlé précédemment et défendait non pas l'action d'un État aménageur au nom de l'intérêt public, mais les associations de propriétaires gérant les eaux en commun. Selon l'autrice Alice Ingold, je cite, « Sa pensée des limites écologiques est loin de se réduire à celle d'une ressource rare, comprise comme un stock, qu'il faudrait répartir équitablement
simplement. Les limites écologiques elles-mêmes sont pensées comme des processus historiques. Ce que ça veut dire, c'est que Sorel pensait la nature, le territoire, non pas comme un espace vierge de tout usage préalable, aisément divisible en tronçons à distribuer. Il pensait les territoires comme des espaces qui avaient été organisés, structurés par des usages. Et de ces structures, de ces organisations, il faut tenir compte, tout autant que des processus naturels, quand on s'intéresse à la bonne gestion d'une ressource. Typiquement, il faut tenir compte du fait qu'il y a une association de propriétaires qui a aménagé les berges du fleuve à tel endroit et organisé les usages. C'est tout cela, le territoire. Sorel montre, dit l'autrice, que les formes de solidarité que mettent en place ces associations ne tenaient pas à la force des volontés syndiquées et n'avaient pas été mises en place pour servir leurs intérêts de propriétaires. Sinon, cela n'aurait pas tenu sur le long terme. Leur but était d'organiser ensemble et au mieux le travail avec la ressource, pas d'en tirer profit le plus vite possible et chacun pour soi. Une fois le syndicat mis en place, les propriétaires devenaient des obligés. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'obéir aux règles du syndicat, de cotiser. Ne pas suivre les règles, cela voulait dire renoncer à la propriété et à ses droits d'usage. On comprend donc pourquoi ce type de solidarité a pu perdurer. Elle n'était pas livrée aux caprices des propriétaires, mais s'inscrivait dans la durée, puisqu'on héritait de la structure de solidarité du syndicat, autant que des terres et des eaux. Et on comprend également pourquoi, pour Sorel, défendre les associations de propriétaires ne signifiait pas défendre les intérêts privés des propriétaires, mais défendre un type d'organisation capable d'une solidarité pérenne, puisque indissociable des ressources. On pouvait bien changer les propriétaires pour en mettre d'autres, la structure matérielle, elle, demeurait intacte. Dans cet article, Alice Ingold a donc montré comment, après la Révolution française et tout au long du XIXe siècle, l'État administratif a échoué dans la tâche qu'il se donnait, prendre en charge les échecs du système propriétaire à l'égard de la solidarité, du vivre ensemble. En devenant concurrent des droits privés et en tentant d'imposer une idéologie aménageuse du territoire, l'État s'est heurté aux droits des propriétaires sur leurs biens. Et sa compréhension du territoire, via les savoirs naturalistes, ont rendu l'État incapable de prendre en compte leur historicité, leur intrication avec les activités humaines déjà organisées dans des pratiques. En revanche, pour l'autrice, le fonctionnement des associations de propriétaires, la gestion commune, bien qu'ayant mauvaise presse après la Révolution, dépassait cette seule alternative des intérêts publics et des intérêts privés. Elle le montre, ces syndicats déployaient une conception des ressources inscrite dans l'histoire, dans la durée, et une conception de la solidarité comme issue de ces ressources elles-mêmes, fondées dans leur matérialité. Ici, la gestion commune n'a pas figure d'une tragédie où la ressource s'épuiserait du fait de l'avidité des propriétaires. La gestion commune est bien une gestion. Elle organise les usages de la ressource sur le long terme pour que non seulement la ressource perdure, mais également pour que l'organisation qui en encadre le soin et les usages perdure. Et voilà, comme d'habitude, le lien de l'article est en description, n'hésitez pas à le lire pour avoir une explication complète. Et c'était le dernier épisode d'Avis de recherche. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de Monde Sociaux, vous continuerez à y trouver plein de contenus vulgarisés en sciences humaines et sociales, y compris des analyses d'actualité. Et bien sûr, allez voir la chaîne de Game of Earth pour en savoir plus sur l'histoire des idées des féminismes et de l'écologie politique. Cet épisode a été monté par Jeanne de la chaîne Jeanne se livre. Et bien moi, je vous dis salut! Et n'hésitez pas à me retrouver sur ma propre chaîne.